Bonjour. Dans une première conférence, je vous ai présenté comment échapper au désastre de l'euro. Et j'exposais pourquoi l'euro, comme toutes les monnaies plurinationales de l'histoire, est condamné à exploser pour des raisons à la fois historiques, économiques, sociales, politiques. Je vous renvoie à cette conférence. Dans cette première conférence, je présentais également les propositions de l'Union populaire républicaine pour sortir la France du désastre de l'euro de façon unilatérale, sereine, juridiquement parfaite, c'est-à-dire en faisant sortir la France de l'Union européenne et en prenant les devants en termes techniques pour créer une monnaie nationale, recréer le franc. La conférence d'aujourd'hui est un petit peu différente, mais porte sur le même sujet. Elle s'appelle « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?» Pourquoi ? Eh bien parce que, naturellement, les tenants du système, les partisans de l'euro, voyant la catastrophe en cours dans la zone euro, voyant monter un peu partout les revendications, ou du moins les interrogations d'un certain nombre de peuples, à commencer par le peuple français, qui se demande s'il ne devrait pas sortir de l'euro, eh bien, ont aussitôt allumé des contre-feux pour expliquer que ce serait une catastrophe absolue si la France sortait de l'euro. Alors nous avons eu un certain nombre de nos sympathisants qui nous ont interrogés en disant « Mais regardez ce qui se passe dans tel ou tel journal, on va le voir, dans Courrier International, dans Le Point, dans Le Figaro, on nous a expliqué que la sortie de l'euro serait une catastrophe. » Alors voilà donc l'objectif de la conférence d'aujourd'hui. Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ? On va répondre un petit peu à ces interrogations. Le premier chapitre de ma conférence d'aujourd'hui portera sur les promesses de l'euro et la réalité. Parce que l'euro n'est pas sorti de rien. L'euro a été proposé aux Français en même temps que le traité de Maastricht. C'est le traité de Maastricht ratifié en 1992 qui a conduit les Français à accepter la création d'une monnaie unique européenne. Et les Français l'ont fait sur la foi d'un certain nombre de promesses extraordinaires sur ce qu'allait nous apporter cette monnaie unique. Alors, sans remonter jusqu'en 1992, je vais faire simplement quelques citations, mais ça vaut la peine, parce que les européistes détestent toujours qu'on revienne sur les promesses qu'ils avaient faites. Et c'est important, l'histoire. C'est important de revenir sur ce qui a été dit il y a 10 ans, il y a 15 ans. Parce que c'est ça qui permet de voir qui avait raison et qui avait tort à l'époque. Alors, en 1997, c'est-à-dire il y a 14 ans, dans le journal Le Monde du 28 octobre 1997, il y a eu un appel solennel de 35 hautes personnalités françaises, comme c'était appelé, pour appeler les Français à accepter l'euro. Ils l'avaient déjà accepté depuis 1992 par la ratification du traité de Maastricht, mais ensuite, toutes les années 90 avaient été marquées par une montée continue du chômage, notamment dans le cadre de la politique du franc fort requise pour respecter les critères dits de convergence, afin que la France puisse entrer dans une monnaie commune unique avec l'Allemagne. Alors dans ce journal Le Monde du 28 octobre 1997, voilà ce qu'on lit. L'euro apportera une gestion saine des finances publiques. Coordonnée à l'échelle européenne, elle favorisera la croissance au sein d'un grand marché homogène, facilitera la modération des impôts et des taux d'intérêt bas. Elle bénéficiera aux investisseurs, aux consommateurs et aux entrepreneurs qui pourront ainsi développer la recherche, l'activité et l'emploi. Ce sera une monnaie reconnue qui concurrencera le dollar et le yen. L'euro assurera à l'Union européenne une position centrale dans le concert international. Dans une Europe unifiée par l'économie et la monnaie, se forgera une Europe plus harmonieuse et plus démocratique. Tous ces attraits de l'euro sont encore trop mal connus des populations européennes. Des voix s'élèvent encore de temps à autre pour inciter au doute et au rejet. Des voix, c'est-à-dire des imbéciles, des gens qui n'ont pas compris
à quel point l'euro allait nous assurer la prospérité et le plein emploi. Serons-nous prêts à temps? Une telle union sera-t-elle durable? L'euro n'est-il pas un facteur de chômage? Tous ces efforts ont-ils un sens? Et voici ce que ces 35 hautes personnalités françaises affirmaient dans cet article. Toutes ces interrogations sont surtout la manifestation d'un manque de confiance en nous-mêmes et en notre capacité à faire face aux défis du monde d'aujourd'hui. L'Europe ne retrouvera la voie de la prospérité et du plein emploi que par la mobilisation des énergies et le respect commun des règles de bon sens, saine gestion économique, maîtrise des budgets. Vous savez au passage que jamais la dette publique n'a été aussi importante qu'en 2011. Jamais on n'a vu, les perspectives du plein emploi plus éloignées qu'en 2011. Vous savez que nous perdons actuellement 800 à 1000 emplois industriels par jour ouvrable. Vous savez que l'avenir n'a jamais paru aussi noir que 14 ans après ces prophéties. Prophéties donc qui nous disaient que les efforts consentis hier et aujourd'hui feront demain la force de l'Union européenne et assureront durablement notre prospérité ainsi que notre rayonnement dans un monde de plus en plus interdépendant. L'euro sera l'un des piliers d'une cohésion nouvelle. C'est un acte de confiance dans l'avenir, un facteur d'espérance et d'optimisme qui permettra à l'Europe de mieux affirmer sa destinée et d'entrer de plein pied dans un XXIe siècle fondé sur la paix et la liberté. En matière de paix, vous savez que l'Europe a créé un embryon d'armée européenne qui intervient en ce moment en Afghanistan. J'aurai l'occasion de reparler de ces questions dans une autre conférence. Et en matière de liberté, eh bien, vous savez que la liberté et la démocratie sont quand même très largement menacées maintenant en France. Il faut regarder les choses en face. Beaucoup de Français, une majorité de Français, 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne en 2005. Moi, le premier, si j'ose dire. Et en réalité, comme vous le savez, le vote de 55% des Français a été piétiné puisque le traité de Lisbonne a été ratifié quelques années après. Il reprend le même texte que la Constitution européenne. Alors, ce qui est intéressant dans un texte comme celui-ci, c'est de savoir mais qui étaient ces 35 personnalités qui nous ont ainsi trompés et qui se sont ainsi trompés. Alors, je ne vais pas parler des 35, mais je vais quand même en citer quelques-unes. La première, c'est M. Thierry de Montbrial, diplômé de l'école polytechnique et de l'école des mines, ancien ingénieur du corps des mines, docteur en économie de l'université de Berkeley en Californie, ancien directeur du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères, fondateur et directeur général de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, qui publie chaque année le rapport annuel Ramsès, membre du comité directeur des conférences du groupe de Bilderberg depuis 1976, membre de droit du Conseil du Centre d'études prospectives et d'informations internationales, membre du comité de rédaction de la revue Foreign Policy, fondateur des World Policy Conferences, élu en 1992 à l'Académie des sciences morales et politiques, etc., etc. Donc une personnalité française, en effet, et qui fait partie d'un très grand nombre de cénacles. Dès qu'il est question de questions internationales, on se tourne vers M. de Montbrial, qui notamment a créé et l'a fondé et est le directeur général de l'Institut français des relations internationales, qui en fait est un lobby, comme on dit, ou également un think tank, pour reprendre cette expression américaine. Ce qui est intéressant quand même, c'est de regarder justement cet Institut français des relations internationales et d'aller voir sur le site internet même de l'IFRI quels sont ses financiers. Alors ça, c'est assez extraordinaire puisqu'il suffit de regarder, on s'aperçoit que les mécènes et les financiers de l'IFRI, c'est l'ambassade des États-Unis, l'American Chamber of Commerce in France, c'est-à-dire la Chambre de commerce américaine en France, le département d'État américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, la fondation Clarence Westbury, qui est une fondation qui gère des fonds qui viennent probablement directement de la CIA, et puis la French American Foundation France, la French American Foundation, qui est cette fondation franco-américaine qui a été créée par M. John Negroponte, qui était un membre éminent de la CIA et qui a pour vocation notamment de sélectionner
chaque année 4 à 5, ce qu'ils appellent des young leaders, c'est-à-dire des personnalités en France, que les médias se chargeront de mettre sur le devant de la scène pour que les Français pensent que ce sont les hommes et les femmes d'avenir. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc de voir que M. de Montbrial et Liffry, qui faisaient donc partie de ces personnalités ayant appelé les Français à ne pas avoir peur de l'euro, est donc à la tête d'un organisme qui est financé de cette façon, c'est-à-dire massivement par les États-Unis d'Amérique. Alors, parmi les autres personnalités qui avaient signé cet appel des 35 personnalités, il y avait M. Jacques Attali. M. Jacques Attali, je me tourne tout simplement vers la notice qui figure sur son nom sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Apôtre de la Constitution de l'établissement d'un gouvernement mondial, il pense que l'économie régulée par une institution financière mondiale peut être une solution à la crise financière. Cette institution financière est une première étape vers l'instauration d'un gouvernement mondial dont l'Union européenne est une illustration. Parmi les autres personnalités, il y avait M. Christian de Boissieu, universitaire et économiste, président du Conseil d'analyse économique depuis 2003, cet organisme qui a remplacé le commissariat au plan, intervenant très régulièrement dans les médias. Membre de la Commission pour la libération de la croissance française, une de ces commissions que les pouvoirs publics créent régulièrement pour essayer de donner aux politiques qui sont conduites un vernis d'expertise. Cette commission pour la libération de la croissance avait été commandée, comme vous le savez, par le président Sarkozy à monsieur qui ? À monsieur Jacques Attali. Donc monsieur de Boissieu faisait partie de la commission Attali. Donc on voit au passage que nous avons en France, allez disons 30 ou 40 personnes qui sortent d'une commission pour entrer dans une autre et pour signer ensuite des appels dans les journaux. Donc en fait, ce sont toujours les 30 ou 40 mêmes personnes qui sont en définitive les seules à avoir un accès généreux dans les médias pour expliquer aux Français ce qu'il faut faire. Monsieur de Boissieu, qui par ailleurs a été visiting scholar aux universités de Harvard et de Northwestern aux États-Unis en 1974 et puis à l'université du Minnesota aux États-Unis en 1978 et qui est lauréat de l'Académie des sciences morales et politiques, économiste de l'année du Nouvel Économiste. Donc toutes ces personnalités qui sont en permanence encensées par les médias et qui reçoivent constamment des prix, des lauréats de tel ou tel média français ou international. Il y avait, dans les mêmes moments, en 1998, d'autres personnalités. J'ai pris cet exemple. L'exemple, c'est celui de Madame Nicole Fontaine, vice-présidente du Parlement européen à l'époque, et qui, en 1998, elle n'est absolument pas économiste, Madame Fontaine, nous avait dit ça, la mise en commun d'une prérogative aussi régalienne que l'antique pouvoir de battre monnaie, l'antique, ça veut dire vraiment, c'est quelque chose de complètement dépassé, n'était pas facile à accepter pour des États toujours jaloux de prérogatives irréelles à l'heure de la mondialisation. En acceptant l'euro, les différents États se lieront par un pacte de solidarité qui mettra un terme à ces velléités anachroniques. C'est donc une déclaration de Mme Fontaine, vice-présidente du Parlement européen, dans le journal Libération du 8 janvier 1998. Il faut bien voir ce que ça veut dire. Hein. Cette personne qui n'a aucune compétence en matière monétaire et économique était en train d'expliquer aux Français que disposer de sa monnaie nationale, c'était en fait une velléité anachronique complètement dépassée par les événements. Je renvoie mes auditeurs à la conférence que j'ai faite sur le désastre de l'euro, où j'explique notamment par un très long rappel historique à quel point toutes les monnaies coloniales et impériales ont toujours prétendu la même chose, c'est-à-dire a prétendu remplacer les monnaies nationales par une nouvelle monnaie qui allait apporter le bonheur et la prospérité. Et puis alors en 2000, cette fois-ci, ce sont des documents officiels de l'État qui nous annoncent que l'euro va nous apporter plus de croissance, plus de richesse et le plein emploi. C'est ce qui était écrit dans le magazine Label France, le numéro de juillet 2000, qui est la revue officielle du ministère français des Affaires étrangères.
Et dans ce numéro, on donnait la parole à M. Yves Thibault de Silguy, un Français, et qui à l'époque était commissaire européen, enfin il l'avait été, commissaire européen de 95 à 99, en charge justement de la création de l'euro. Et M. Yves Thibault de Silguy écrivait donc ceci dans cette revue officielle publiée par le ministère français des Affaires étrangères en 2000, donc il y a 11 ans. Les avantages de l'euro sont essentiellement économiques. Plus de croissance et plus de compétitivité pour les entreprises. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est exactement le contraire que l'on constate depuis 11 ans. L'euro est facteur de croissance européenne. Je rappelle que la zone euro est la zone du monde qui connaît la plus faible croissance depuis maintenant 11 ans. En éradiquant les variations de change et en permettant une comparaison aisée des prix, l'euro contribue à décloisonner le marché intérieur. Un grand marché sans risque de change améliore la situation des entreprises. Les consommateurs sont enfin les principaux bénéficiaires de la monnaie unique. Vous êtes tous là pour savoir ce qu'il faut en penser. Depuis 11 ans, le pouvoir d'achat des Français a régressé et actuellement, il régresse de plus en plus. Nous avons eu une flambée d'inflation et une perte de pouvoir d'achat. L'euro a été lancé le jour où les États ont acquis la certitude que les finances publiques seraient gérées de manière rigoureuse par tous. Là aussi, il faut voir ce que l'on peut en penser 11 ans après. La crise survenue en Grèce, par exemple, montre que la gestion des finances publiques en Grèce n'était pas du tout à la hauteur de ce que l'on espérait. Pareil pour l'Espagne, l'Italie, le Portugal, mais aussi d'ailleurs la France. À cette fin a été adopté en juin 1997 un pacte de stabilité et de croissance qui permettra d'assurer le retour à l'équilibre des finances publiques au plus tard en 2002. Nous sommes en 2011, jamais le déficit public n'a été aussi important. Marché intérieur, Europe monétaire, Union économique, l'économie européenne se donne progressivement les moyens de son intégration dans la globalisation mondiale, pour le plus grand bien des Européens d'ailleurs, puisque croissance et emploi doivent en résulter et prodiguer un niveau supérieur de richesse et de prospérité. Vous savez que le chômage fait des ravages en France, que les statistiques sont largement truquées, qu'on sort des statistiques de chômage des gens qui ont des tout petits boulots, des contrats à durée déterminée ou des contrats à temps partiel, qu'il y a donc un chômage de masse qui est largement camouflé. Quant à la croissance et au niveau de prospérité, eh bien on sait ce qu'il faut en penser. Alors, M. Yves Thibault de Silguy avait fait d'ailleurs une déclaration extraordinaire dans le journal Le Monde du 22 janvier 1999. Il avait dit « L'euro est une autoroute sans sortie ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça signifie qu'une autoroute sans sortie. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar et c'est ce cauchemar-là que les européistes voudraient continuer à vous faire croire. Ils nous ont mis dans une situation catastrophique et ils veulent vous faire croire que nous sommes sur une autoroute sans sortie et que nous devons continuer à foncer vers la catastrophe. Alors, quels sont les enseignements à tirer de ce qui précède ? Premier enseignement, les responsables politiques et administratifs qui ont imposé aux Français la mise en œuvre d'une monnaie unique européenne, premièrement, en ont systématiquement caché les objectifs politiques essentiels. On a toujours présenté l'euro comme si c'était une opération technique qui allait nous apporter la croissance, le plein emploi. En réalité, comme je l'explique dans l'autre conférence sur notamment l'histoire des monnaies plurinationales, les monnaies plurinationales, elles n'ont pas un objectif technique, elles ont d'abord et avant tout un objectif politique, un objectif d'impérialisme et de colonialisme. Le deuxième point, c'est que tous les responsables politiques et administratifs français qui ont imposé aux Français la mise en œuvre d'une monnaie unique européenne ont tous promis des avantages extraordinaires en utilisant d'un discours pseudo-technique, pour faire peur, pour intimider. Ben oui, parce que le grand public n'est pas expert en matière monétaire. Et lorsque l'on entend que M. de Montbrial, ou M. de Boissieu, ou M. Jacques Attali, ou Mme Nicole Fontaine, qui ont des hautes responsabilités, assurent que c'est d'un point de vue économique et financier quelque chose d'extraordinaire, eh bien, les gens sont tout simplement
impressionnés par un discours pseudo-technique. Le troisième point, ces responsables ont culpabilisé donc et intimidé ceux qui contestaient le bien fondé d'une monnaie unique sans jamais entrer dans le débat de fond. Ça, c'est une constante. Les européistes détestent les débats de fond. D'ailleurs, moi, personnellement, je ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir être confronté dans un débat télévisé à M. Jacques Attali, sur TF1, par exemple. Malheureusement, ça n'aura sans doute jamais lieu, parce qu'il déteste les débats de fond. Il préfère les slogans, et surtout faire taire ceux qui ne sont pas d'accord. Quatrièmement, les mêmes responsables politiques et administratifs ont tous expliqué qu'une fois adopté, l'euro serait un choix irréversible. Pour ceux, encore une fois, qui ont écouté mon autre conférence, vous savez que toutes les monnaies plurinationales ont toujours explosé, et donc que c'est toujours un choix parfaitement réversible. Alors, ce qu'il faut faire attention, ce à quoi il faut faire attention, c'est que même à l'époque, toutes ces promesses faites aux Français par des responsables européistes jouant les experts n'étaient pas du tout partagées par des économistes de profession. Donc, par exemple, à l'époque, le prix Nobel d'économie Milton Friedman, qui est un économiste américain, une personnalité qui est controversée en matière économique, c'est le père fondateur du monétarisme, on peut être pour, on peut être contre, il n'en demeure pas moins que c'est un grand économiste, c'était un grand économiste, il est décédé depuis lors, eh bien il avait fait une mise en garde solennelle le 7 janvier 2002 dans le journal allemand Die Welt. Il avait écrit ceci: « Le succès de l'euro est encore incertain en raison des rigidités et des désaccords politiques qui existent parmi les 12 membres de l'Union monétaire. » Il y avait 12 membres à l'époque dans la zone euro. Maintenant, aujourd'hui, où je parle, en février 2011, il y a 17 États membres de la zone euro, de l'euro. Après la disparition des taux de change comme mécanisme d'adaptation, la question est qu'est-ce qui va le remplacer? Pour ceux qui ont écouté mon autre conférence, ça revenait à poser la question de comment régler l'arrivée d'un choc asymétrique au sein de la zone euro. Et voici ce que disait donc Milton Friedman dans le journal allemand Die Welt en 2002. Ce qui doit le remplacer, c'est de la flexibilité. Ce qu'il faut, ce sont des salaires flexibles. Vous savez ce que ça veut dire, des salaires flexibles? En général, ils ne sont pas flexibles vers le haut, hein. Ils sont plutôt flexibles vers le bas. Donc ce qui doit le remplacer, c'est de la flexibilité. Ce qu'il faut, ce sont des salaires flexibles, des prix flexibles. Alors eux, ils sont plutôt flexibles vers le haut. Et beaucoup de concurrence et de mobilité. Dans ces conditions, l'euro pourrait être un succès, disait Milton Friedman. Mais quand on observe le degré actuel d'inflexibilité parmi les 12 États membres, encore une fois, je rappelle que nous sommes 17 maintenant, il est tout à fait pensable que, étant donné les conditions actuelles, l'on obtienne une augmentation des dissensions politiques plutôt qu'une diminution. C'est intéressant de voir donc le prix Nobel d'économie en 2002 expliquait exactement ce que nous vivons aujourd'hui, hein, augmentation des dissensions politiques entre les États membres de l'Union européenne. Mon analyse économique montre qu'il est très douteux que l'euro soit un grand succès. La Banque centrale européenne est responsable de 12 États et il est presque impossible de les satisfaire tous. C'était donc Milton Friedman le 7 janvier 2002 dans le magazine Die Welt. Alors une fois qu'on a rappelé tout ça, ce qui est le plus extraordinaire, c'est que le bilan catastrophique de l'euro 12 ans après sa mise en place officielle, je rappelle qu'il est entré en vigueur dans les échanges interbancaires et sur les marchés financiers au 1er janvier 1999, donc il y a un peu plus de 12 ans, il est entré en vigueur sous forme fiduciaire, donc de pièces et de billets, le 1er janvier 2002. Ce qui est extraordinaire, c'est que le bilan catastrophique de l'euro 12 ans après n'a provoqué aucune excuse ni aucune autocritique de la part de ses partisans. On aurait quand même pu imaginer que ceux qui s'étaient à ce point trompés viennent expliquer pourquoi ils s'étaient trompés. Le deuxième point extraordinaire, c'est que ce sont les mêmes qui se sont tellement trompés
et qui ont tellement trompé les Français qu'ils restent aux commandes et qu'ils nous disent ce qu'il faut faire maintenant. C'est toujours M. de Montbrial, M. de Boissieu, M. Jacques Attali qui pérorent à la télévision et sur les radios pour nous dire ce qu'il faut faire maintenant. C'est-à-dire qu'on se trompe depuis 12 ans et on continue à demander à ceux qui nous ont trompés ce qu'il faut faire, sans jamais donner la parole à ceux qui, depuis 12 ans, disent qu'on allait vers la catastrophe et qui sont donc confirmés par les événements. Ce qui est extraordinaire également, c'est que la France et les autres pays d'Europe s'enfoncent dans une crise de plus en plus grave et que personne ne reconnaît officiellement que les choix stratégiques du départ sont mauvais. Parce qu'au bout de 12 ans, même 19 ans depuis le traité de Maastricht, on a désormais suffisamment le recul du temps pour demander des comptes et un bilan. Du coup, les Français sentent bien que les choses ne vont plus, mais ils ne savent plus quoi penser. Ils ne savent plus quoi penser parce que c'est des sujets qui sont techniques et parce qu'on ne donne la parole dans les grands médias que toujours aux mêmes. Et donc un certain nombre de Français se laissent convaincre par la propagande omniprésente qui explique que sans l'euro, ce serait pire. Donc la seule raison qui est expliquée aux Français, c'est oui, c'est vrai, c'est pas bien du tout, c'est la catastrophe, mais si on n'avait pas l'euro, ce serait pire encore. Que nous dit maintenant la propagande européiste? Elle nous dit, on l'a vu dans le magazine Courrier International, faire éclater la zone euro, ce serait le chaos. Le magazine Le Point, le 23 juillet 2010, nous a assuré sortir de l'euro, le rapport qui fait peur. J'aurai l'occasion de revenir à la fin de cette conférence sur ces différents articles de journaux pour les décortiquer avec vous et pour vous montrer la propagande qui se cache derrière et les tours de passe-passe qui se cachent derrière. Mais avant toute chose, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que ces prophéties apocalyptiques, elles ont déjà été utilisées et très largement utilisées